Good morning, everyone, and Bonjour welcome à tous et à toutes. Bienvenue à la session sur le captage et l'utilisation du carbone, retour d'expérience. Si vous voulez écouter en français, vous pouvez cliquer sur l'interprétation, c'est le globe en bas, et puis vous choisissez votre langue, le français ou l'anglais. Je m'appelle Célia Sapa, je suis la modératrice de cette session. Je suis directeur de la communication en sciences climatiques pour l'Europe. C'est une association qui représente la communauté de capture et utilisation de carbone. Nous avons deux sessions sur ce sujet. Donc, il y a une première session ce matin et à 14 heures à l'heure de Paris, on va passer au côté pratique. Il y aura des exemples venant du terrain. Donc, chaque session a 4 présentations et vous aurez l'occasion de poser vos questions grâce à la fonctionnalité discussion et je vais demander aux intervenants de répondre également par ce moyen, mais on va essayer de répondre à autant de questions que possible lors de la session questions-réponses à la fin des présentations. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter à Michael Karas, donc le PDG de Nova Institute en Allemagne. Donc, Michael, vous avez la parole. Donc, vous pouvez partager votre écran. Oui, merci de cette introduction. Je vais essayer de partager mon écran. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. Oui. Est-ce que tout va bien? Oui. Alors, je vais vous parler du concept et de l'initiative de carbone renouvelable. C'est une initiative de l'industrie chimique et matériaux. Je vais introduire mon entreprise avec quelques diapositives tout d'abord. Donc, une petite seconde. Donc, voici la deuxième diapo. Donc, Nova Institute, c'est un institut de recherche indépendant et privé. On offre des conseils scientifiques. On travaille sur les technologies des marchés, la durabilité, surtout tout ce qui est évaluation de cycle de vie, la communication, donc les nouveaux produits, comment communiquer à propos de ces nouveaux produits. Et on s'occupe également de l'économie et de la politique. Donc, on travaille à Bruxelles, mais aussi à travers le monde. Nos clients, qui sont-ils? Donc, il y a beaucoup de marques, des marques qui cherchent de nouveaux matériaux durables et donc qui cherchent des ressources biologiques. Donc, on essaie de subvenir à leurs besoins. Donc, il s'agit de l'industrie chimique et on travaille également avec d'autres institutions de conseil ou des organisations de conseil et la Commission européenne. Mais le focus principal de notre institut, c'est l'industrie chimique. Donc, on travaille avec les petites entreprises, les grandes entreprises, toute taille de processus, surtout tout ce qui concerne le carbone. Et on traite de beaucoup de technologies, beaucoup de données, beaucoup de stratégies. Alors, notre marché, notre recherche de marché donne beaucoup d'informations en profondeur concernant les composantes et les polymères biologiques. Donc, il y a une nouvelle brochure sur le bionafta. Donc, on peut se servir de ces rapports et vous pouvez accéder à tous les rapports. Donc, on va revenir au concept de carbone renouvelable. Il y a deux menaces principales et deux défis. Donc, il y a le changement de climat et puis il y a la perte de biodiversité. Donc, ce sont des choses qui sont fortement liées parce que la perte de biodiversité est impactée énormément par le changement de climat. Donc, si on peut traiter du changement de climat, on va réduire cette perte de biodiversité. On ne peut pas l'arrêter entièrement, mais on peut la réduire. Alors, les points principaux qu'on va traiter, tout d'abord, donc si on regarde les données d'une manière un peu différente, on voit que 80% d'émissions de gaz à effet de serre sont liées directement
au carbone fossile supplémentaire provenant de la Terre. Et comme je l'ai déjà dit, le changement de climat va probablement être un des moteurs principaux de la perte de biodiversité. Donc, c'est important de s'occuper alors de ces émissions de 80%. La décarbonisation avec des énergies renouvelables est une bonne stratégie pour le secteur d'énergie, mais c'est un problème pour les agents chimiques et les matériaux parce que les plupart utilisent du carbone. Et et il y a un besoin, qui va durer pour ce carbone. Il y a les biocombustibles, les biocarburants, bien sûr, mais la plupart des combustibles et carburants peuvent être remplacés par l'électricité et par les piles à combustible. Mais pour tout ce qui est, combustible chimique, ce n'est pas possible. Il y a ce besoin qui va durer, ce besoin de carbone. Donc la seule façon de procéder, de satisfaire ce besoin, c'est de travailler avec d'autres sources de carbone. Donc, le défi principal, c'est de remplacer la demande pour du carbone fossile par d'autres sources de carbone. Donc, l'équivalent à la décarbonisation dans le secteur d'énergie, c'est la transition vers des sources renouvelables. Donc, il y a la biomasse, le CO2, le recyclage, qui sont des ressources possibles. Et si on les met ensemble, on arrive à avoir du carbone renouvelable. Et puis, donc, on a ce schéma qui montre l'orientation de l'avenir pour l'industrie des matières, donc à base de produits biologiques, à base de CO2 et recyclés. Pour la première fois, la technologie nous permet de découpler les fibres chimiques et plastiques pour une utilisation différente. Alors, si vous voulez d'autres détails concernant ce concept, il y a un document de référence qui a été publié en décembre 2020. Il y a un lien de téléchargement que vous pouvez utiliser et il y a une analyse en profondeur de ce que cela veut dire et comment on peut euh, procéder. Il y a des mesures politiques qui sont possibles, par exemple. Qu'est-ce que cela veut dire de couvrir la demande de CO2 et en ce qui concerne tout ce qui est énergie solaire? Et juste un peu d'histoire pour le secteur d'énergie. 2 tiers du carbone ou d'émissions sont incorporés dans les molécules et seulement un tiers provient du processus de production. Et donc, on va se concentrer sur cette part qui est incorporée. Voici une bonne définition du carbone renouvelable. Cela implique toute source de carbone qui évite ou qui remplace l'utilisation d'autres carbones fossiles supplémentaires provenant du géosphère. Donc, le carbone renouvelable peut provenir de l'atmosphère, du biosphère ou du technosphère, mais pas du géosphère. Le carbone renouvelable circule entre le biosphère et l'atmosphère. Donc, ici, vous voyez notre vision pour l'avenir. À gauche, on a le secteur de l'énergie, donc le solaire, l'éolien, l'hydro. On a le système de stockage, le porteur d'énergie et toutes les demandes provenant du secteur d'énergie, on les voit. Et en bas, il y a un petit chemin vers le gauche pour les carburants à base de carbone. Et on peut produire d'autres détails. Il y a des carburants, des combustibles qui contiennent des carbones, mais seulement pour des applications spécifiques, pour tout ce qui est expédition longue durée, pour les avions. Mais il y aura d'autres possibilités à l'avenir. Alors, pour la partie renouvelable, donc il y a les trois sources, le CO2, la biomasse et le recyclage. On les met ensemble, on peut produire de l'hydrogène, il y a le méthanol, il y a l'acide, il y a plusieurs points de départ, on va dire. Alors, voici un schéma intéressant. Cela montre la demande mondiale pour les plastiques chimiques
et on voit un total de 480 millions de tonnes de carbone par an. Donc, il y a les fossiles. En bleu, on a les parties pour tout ce qui est recyclage. Et on a d'autres détails qui sont un peu petits, mais le chemin va être long pour arriver à avoir beaucoup de carbone renouvelable. Voici un scénario pour 2050 pour le secteur des polymères, le secteur des plastiques. Aujourd'hui, c'est principalement du fossile, mais on peut couvrir les besoins en 2050 par tout ce qui est recyclé, tout ce qui est à base de produits biologiques ou à base de CO2. Donc, on voit les composantes. Pour les processus chimiques standards, on a d'autres applications qui sont plus dédiées, proches du produit final, comme les polyamides, les, les HAP, et il y a la partie recyclage, donc y compris le recyclage chimique, mais il nous faut du carbone supplémentaire et cela doit venir de tout ce qui est bio et CO2. Donc, il y a des calculs. Par exemple, il y a la partie humide qui doit être couverte par le CO2. On a besoin de 0,5% du désert du Sahara pour couvrir les besoins et puis on aura assez d'énergie pour couvrir le besoin en partie humide. Donc, on va se pencher sur les polymères bio. Il y a 17 biopolymères qui sont commercialement disponibles. Donc, c'est un secteur qui est en croissance, c'est une croissance plus rapide que le secteur pétrochimique. Donc, l'utilisation de dioxyde de carbone et l'énergie renouvelable. On voit le point de départ, donc le CO, de NCO, l'hydrogène, et puis il y a d'autres chemins possibles, l'électrolyse, l'hydrogénation, l'électrochimie, la photosynthèse à gauche, à droite, on a les bactéries, des systèmes microbiens. Et si on regarde en bas, on voit les entreprises qui travaillent dans ces domaines. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Et si on se penche sur les polymères, donc voici notre rapport polymère. Donc, on voit dans ce secteur, il y a des combinaisons d'hydrogène. Donc, on peut couvrir tous les polymères, comme le PE, PPE, PET, PEFT. Et on voit des polymères bien spécifiques pour des réactions chimiques, donc des chemins par méthanol et d'autres. Donc, il y a toute une gamme de chemins, d'itinéraires. Il y a environ 40 entreprises aujourd'hui qui fonctionnent commercialement dans ce domaine. Et donc, on a 850 millions de tonnes à travers le monde produits. Voici un exemple de chez L'Oréal. Donc, on voit le conditionnement de L'Oréal à base de polymères recyclés. Donc, parlons de l'initiative de carbone renouvelable. Donc, cela a été lancé en septembre 2020. Le but de l'initiative est de soutenir et d'accélérer la transition de carbone fossile au carbone renouvelable. Et ici, voici quelques informations. Il y a beaucoup d'activités, comme vous pouvez voir, le but, la vision, les groupes de travail, le réseautage, la recherche en commun, beaucoup d'activités différentes. Et là, vous voyez les membres, vous voyez les partenaires du Renewable Carbon Initiative. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que nous n'avons pas le temps. Mais il y a une centaine d'entreprises, enfin, c'est le but, c'est d'avoir une centaine d'entreprises qui soutiennent l'initiative. Aujourd'hui, nous en avons 20, mais on veut accélérer le processus aujourd'hui. Voici la dernière diapo. Demain, il y a une conférence
sur les agents chimiques. Vous pouvez assister à cette conférence. Et puis, on aura peut-être une conférence physique en 2022 où on va se pencher sur toutes les fibres cellulosiques. Donc, vous pouvez également assister à cette conférence. Et voici la dernière diapo. Voici l'avenir. Donc, il ne faut pas, il faut se pencher sur tous ces produits à l'avenir. Merci, Michael. Très intéressant cette introduction. Donc, il y a des solutions qui existent. Il faut travailler ensemble aujourd'hui et utiliser le CCU. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer par la discussion. Aujourd'hui, on va passer à une présentation plus technologique. Donc, j'invite le professeur Marco Mazzotti du département de l'ingénierie mécanique en Suisse. Le professeur Mazzotti va parler de technologie de captage et d'utilisation de carbone. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, tout le monde arrive à voir mes diapositives? Très bien. Je vais présenter un rapport qui a été publié par SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. Donc, il y a un peu moins de 2 ans. Donc, vous pouvez trouver le rapport ici grâce à ce lien. Et ici, vous voyez la liste de membres du groupe de travail, euh, les personnes qui ont préparé le rapport. Il y a le Sherpa, donc on a fait pour la Commission européenne. Donc, c'était l'unité SAM qui était impliquée, donc l'unité Conseil et la Commission européenne vis-à-vis de sujets scientifiques. Ma présentation est répartie en 4 sections. Donc, je vais parler du système de captage et d'utilisation de carbone. Après, je vais parler de l'efficacité de système de RES en ce qui concerne les services énergétiques. Donc, on va passer tout de suite au système lui-même. Tout d'abord, tout d'abord, alors permettez-moi juste un instant. Alors, nous devons analyser, comprendre quel est l'impact sur le changement climatique du CCU. C'est un système et il y a 4 étapes à ce système. Tout d'abord, il y a le captage de CO2. Après, on va le transformer en un produit riche en carbone. Ensuite, le produit est utilisé, produit un déchet et en fin de vie, il y aura une émission. Alors, la transformation de CO2 implique pas mal d'énergie. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Je vais revenir là-dessus. La transformation peut être sous-divisée en 3 étapes. Tout d'abord, il faut récupérer les énergies renouvelables. Donc, il s'agit d'énergie sans carbone. Après, on va synthétiser l'hydrogène parce que c'est un réagent qu'on va utiliser pour faire la synthèse. Et Michael Karras en a parlé il y a quelques instants. Lorsqu'on préparait ce rapport, il fallait répondre ou il fallait prendre en compte les objectifs, le rôle potentiel du captage et d'utilisation de carbone vu par la Commission. Donc, il y avait des objectifs liés au changement de climat, il y avait l'objectif de soutenir le développement d'une économie circulaire. Donc, il y a l'économie O versus l'économie L. Il y avait la sécurité énergétique et le déploiement de systèmes à base d'énergie renouvelable. Et puis, il y avait les systèmes de captage de CO2. Donc, il fallait fournir un soutien à ces 4 points. Alors, la vue du groupe de travail qui a préparé le rapport, c'est qu'il fallait se concentrer sur les services sociétaux. Donc, ce qui est important, c'est la génération et distribution d'énergie, les carburants pour le transport, le stockage d'énergie renouvelable à longue durée et à
à longue distance et les produits industriels et les matériaux industriels. Ce sont des services nécessaires pour tout système industriel. Donc, comment fournir ces services et quels sont les impacts correspondants au niveau du changement de climat? Donc, il y a trois cycles qui sont cruciaux: le cycle énergique, le cycle de carbone et le cycle des matériaux. Je vais parler des deux premiers cycles. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut utiliser de manière efficace les énergies renouvelables dans les services de livraison? Donc, la régénération, la distribution d'énergie et la mobilité. Donc, courte distance et longue distance. Donc, courte distance, les voitures et longue distance, les navires, les avions. Donc, le point de départ, c'est l'unité d'électricité renouvelable, sans carbone, on l'espère. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour fournir les services, pour fournir de l'électricité pour le réseau, ou grâce au stockage, grâce aux piles, aux batteries, heu, par exemple dans des véhicules, électriques avec une efficacité de 80. Alors, de manière alternative, on peut utiliser cette électricité pour synthétiser l'hydrogène grâce à l'eau, grâce à l'électrolyse, et on va stocker cette électricité dans un combustible, chimique. Donc avec de l'hydrogène, c'est une efficacité de 40, mais en tant que façon de stocker de l'électricité, et rendre l'électricité disponible lorsque la source renouvelable n'est plus disponible, l'hydrogène est utilisé pour générer l'électricité. Donc, il y a un système hydrogen to power. Et donc là, l'efficacité est de 45. Enfin, on peut l'utiliser avec une source d'énergie renouvelable et le CO2 pour faire un combustible riche en CH4, donc du méthanol, par exemple. Lorsque on va utiliser ce combustible pour la propulsion, il y a une efficacité de 15 ou moins. Lorsqu'on utilise ce gaz naturel pour générer de l'électricité, donc pour des turbines à gaz, on a une efficacité de 35. Donc, power to methane to power, c'est ça le chemin qui est suivi. Le problème, c'est qu'une fois qu'on utilise ces combustibles synthétiques, on va réémettre du CO2. Le CO2 va être émis dans l'atmosphère. Nous pensons qu'il y aura un mélange d'énergie à l'avenir, de l'électricité solaire, l'hydrogène ou alors des combustibles à base de carbone ou synthétiques. Ou alors, si on prend la mobilité comme exemple, le transport routier, par exemple, en 2015, l'Union européenne a utilisé 3,5 PWH d'énergie pour le transport. À cette époque, la capacité installée totale d'électricité renouvelable était de 2,5, donc deux tiers du besoin routier. Alors, comment est-ce qu'on peut satisfaire ce besoin grâce à l'électricité renouvelable? Si on utilise les véhicules électriques, on aura besoin de 4,5 pétrawattheures avec une efficacité de 80. Et si on utilise l'hydrogène, on est à 9 pétrawattheures pour fournir ce service. Et si on va jusqu'au bout, donc on a des combustibles synthétiques à base de carbone, on va utiliser 24 pétrawattheures pour satisfaire ce besoin, pour se fournir ce service qui est 10 fois la capacité installée de l'électricité renouvelable de l'époque. Alors, il y a un article récent qui a été publié par mon groupe. Le groupe s'est penché sur ces différents aspects avec plus de cas. Alors, j'arrive à la troisième partie de ma présentation sur le bilan carbone. Donc, il faut comprendre où se trouve le carbone pour comprendre l'impact sur la planète. Donc, c'est complexe. Il faut regarder différents cycles de carbone. On commence avec le premier système. C'est une illustration très simple. Donc, on va prendre les combustibles fossiles, on va les utiliser, on va émettre le CO2, donc c'est la flèche noire, et le CO2 va se trouver dans l'atmosphère. Et cela provoque
le changement de climat. Alors, les boîtes bleues, ces boîtes bleues représentent des unités fonctionnelles. Donc, l'unité livre un service. On commence avec des matières premières riches en carbone. On traite cette matière, on a un produit riche en carbone, c'est utilisé, et typiquement, à la fin de vie, on a une émission de CO2. Mais au cours de ce processus, on va fournir un service dont la société a besoin. Donc, cette boîte bleue ici, si on se penche dessus, l'idée c'est que il faut centraliser les émissions de CO2 au niveau d'une usine industrielle. Donc, il faut capter les émissions. Lorsque la boîte est ouverte, lorsque c'est une boîte bleue ouverte, ça veut dire que on va utiliser de l'essence et donc les émissions de CO2 vont être distribuées. On ne peut pas les capter directement. Donc, c'est ça la différence entre les deux boîtes. Donc, il y a les deux explications. Voici notre cité, c'est une économie linéaire et on a des émissions de CO2 positives dans cette économie. C'est ça qu'on veut éviter. Mais comment faire? Alors, il y a quelques symboles qui sont assez clairs. Comment est-ce qu'on peut devenir neutre en carbone? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la première possibilité, c'est de coupler la source avec une usine de captage de CO2 avec le stockage de CO2 sous terre. Ça, c'est une simplification, bien sûr, mais on a un schéma avec zéro émission avec ce schéma. Mais pour les émissions distribuées, il faut capter le CO2. Ce symbole représente ce processus de captage direct. Là, il faut de l'énergie. Il faut un peu d'énergie, mais après stockage sous terre, on a un cycle zéro à nouveau. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le captage et l'utilisation de carbone? Oui et non. Tout d'abord, je vais vous montrer un schéma qui ne fonctionne pas, un système qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un exemple d'une usine industrielle. On va capter le CO2. C'est une centrale, on va dire. C'est une centrale à gaz. On capte le CO2. Donc, il y a une cheminée, il y a une usine de transformation avec une entrée d'électricité et on va générer un combustible synthétique qui est utilisé par un véhicule et on va réémettre du CO2. Le bénéfice n'existe pas parce que le CO2 est réémis. On a utilisé le carbone deux fois, mais on n'a pas une solution avec zéro émission. Donc, on peut utiliser le CCU, mais dans ce cas, donc je vais vous montrer ce cas où on va utiliser le captage de CO2 de l'air, on va former une base de carbone pour le carburant synthétique qui va être utilisé par un avion, par exemple, avec émission de CO2 qui est recapté. Donc, c'est une économie circulaire avec captage direct et utilisation de carbone. This is the typical scheme. Alors, dans ce schéma, c'est vraiment typique de ce que nous utilisons afin de simplifier le processus pour la capture de carbone et afin de pouvoir stocker l'électricité intermittente et renouvelable. Le combustible synthétique est utilisé ici, par exemple, on produit de l'électricité et dans cette usine, tout est capturé à travers le système de combustion et puis ce qui est utilisé est ensuite utilisé pour resynthétiser. Ce que fait ce système, c'est qu'il stocke l'électricité renouvelable qui rentre et le rend disponible pour une utilisation future dans le contexte de l'activité d'une usine, par exemple, à des endroits géographiques différents. Nous pouvons créer l'économie circulaire, comme l'a dit mon collègue, en utilisant la biomasse. Là, vous avez deux schémas qui sont assez évocateurs. Il y a le tout dernier cas qui sera très important pour nos systèmes énergétiques pour le futur, le fait que nous pourrons générer des émissions CO2 négatives. Et là, je parle de l'économie nette. Nous avons deux possibilités. Soit nous obtenons le CO2 à travers l'air et à travers la biomasse qui peut ensuite être convertie en énergie
ou qui peut être converti en produits biochimiques qui peuvent être exploités. Mais pendant ce processus de transformation, il y a le stockage en souterrain. Alternativement, nous pouvons faire la même chose en capturant à travers l'air, en stockant l'énergie par la suite. Ça, c'est vraiment la capture avec le stockage de carbone. Et donc, pour résumer ce que je viens de dire, à chaque fois que nous utilisons des énergies renouvelables sans carbone, cela doit être analysé à travers l'analyse de cycle de vie. Il n'y a pas d'électricité sans carbone. Nous avons vu également que la CCU n'est pas suffisante et cela n'est pas nécessaire non plus pour obtenir une économie zéro, alors que la capture du CO2 est nécessaire. Donc, le stockage du CO2, surtout au sous-sol, est nécessaire pour les émissions négatives. Et dans tous les cas, il faut absolument une analyse du cycle de vie complet afin de pouvoir savoir où sont les émissions et afin de faire le reporting vis-à-vis des acteurs. Donc, il faut une analyse simplifiée. Là, par exemple, c'est une analyse simplifiée qui est absolument nécessaire si on veut pouvoir passer en revue toutes les solutions qui sont logiques du point de vue de l'économie et du point de vue de l'analyse. J'ai aussi un certain nombre de papiers qui ont été publiés récemment par mon groupe. Vous verrez plus de détails sur le net zéro dans l'industrie chimique et également dans d'autres secteurs. Et je voudrais simplement conclure là-dessus en disant qu'il y a un certain nombre d'innovations dont nous avons besoin dans ce secteur. Et là, j'ai 4 points. Premièrement, il nous faut des mesures, il nous faut des règles, il nous faut des incentives qui devraient examiner le système énergétique, y compris la CCU, de façon holistique, intégrée et coordonnée. La deuxième approche qui est nécessaire, c'est une approche systémique. Oui, il faut une approche basée sur un système et surtout, il faut analyser les sous-systèmes de la CCU et nous avons conclu dans notre rapport que des progrès sont nécessaires et pour qu'il y ait une amélioration, une meilleure prise de conscience des acteurs et des définitions des frontières plus claires. Au niveau des technologies, oui, il y a un certain nombre de défis auxquels nous faisons face. Un, au niveau de la collection et la purification du CO2 de ressources différentes, de sources différentes. Deux, la synthèse de l'hydrogène vert. Et trois, euh, les technologies qui doivent être utilisées pour le CO2. Et je voudrais rajouter un quatrième point qui ne fait pas partie de ce rapport, mais je pense que ce point a tout son sens, c'est qu'il s'agit du point de vue du réseau. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire en tenant compte du réseau. Nous pouvons créer un ensemble de réseaux, mais il y a surtout besoin de savoir comment bien stocker le CO2 à travers l'Europe. Il faut pouvoir servir, utiliser toutes les ressources et les sources de stockage. Merci beaucoup, professeur Mazzotti, pour cette présentation fort intéressante. Merci d'avoir vulgarisé toutes les complexités inhérentes à votre sujet. On a un certain nombre de questions, on les passera en revue par la suite avec grand plaisir. Alors, sans plus attendre, nous allons passer au prochain intervenant et je veux surtout garder du temps pour la discussion après. Nous allons avoir deux intervenants, Charlotte de Lorgeril, qui travaille sur l'analyse de la CCU, et nous avons aussi Yann Lecestre, qui est consultant sur tout ce qui est CCU et CCS. Donc, ensemble, vous allez présenter le rôle du CO2 et la CCU et de comment les différents secteurs devraient se structurer pour la suite pour atteindre la neutralité carbone. Donc, Madame, Monsieur, la parole est à vous. Je vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Donc, dans cette présentation, pour compléter les deux précédentes interventions, nous allons vous présenter une vue plutôt marché. Ici, Yann Lecestre et moi-même allons faire une synthèse d'une des dernières études que SIA Partners a menées sur les nouveaux usages du CO2. Pour commencer, pour compléter également les propos des précédentes présentations, je voulais rappeler que les technologies de capture, de stockage et de valorisation du CO2 vont jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Et c'est aussi pour ça que
Notre équipe énergie et environnement de SIA Partners s'est intéressée à ce sujet assez tôt. Quelques messages clés pour cette introduction. Tout d'abord, pour de nombreux secteurs industriels, ces technologies de CCU représentent l'une des options de décarbonation les moins coûteuses. Donc, probablement une voie privilégiée pour ces secteurs-là. Et si on doit citer un exemple, les techniques de vaporéformage du méthane couplées à de la capture de CO2 permettent aujourd'hui d'obtenir un hydrogène bas carbone 2 à 5 fois moins cher que l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau. Donc, c'est quand même une dimension importante à considérer. Autre élément important, c'est que la capture du CO2 est parfois la seule option technologique disponible pour décarboner les processus industriels dans certains secteurs. Surtout quand ils ne peuvent pas que compter sur les énergies renouvelables. Et si on doit citer un exemple, l'industrie du ciment a 2 tiers de ses émissions qui sont dues à la décarbonation du calcaire et seulement 1 tiers dans la consommation d'énergie. L'Union européenne, le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie ont confirmé ce rôle clé des technologies CCU pour atteindre une économie bas carbone, voire même une économie neutre en carbone. Et le graphique que l'on vous propose sur cette planche à gauche montre 2 courbes. La courbe du haut, elle montre l'évolution des émissions basée sur les politiques annoncées à ce jour, et la courbe du bas, le scénario Sustainable Development, propose une trajectoire qui est cohérente avec les accords de Paris. Et on voit sur ce graphique que le recours au CCU permet de réduire de 9% la différence entre ces 2 scénarios, ce qui est considérable et donc qui confirme l'importance clé de ces technologies dans la transition énergétique. On voulait partager également avec vous sur la partie droite de cette planche notre optimisme. Le contexte du marché est favorable, mais l'est de plus en plus et va l'être de plus en plus. La tonne de CO2, elle est amenée à exploser dans sa valeur dans les prochaines décennies. Et si on prend juste l'exemple de la France que nous connaissons bien, il y a une commission qui s'appelle la commission Kiné, qui s'est réunie en 2012 et qui a été mandatée par le Premier ministre, qui recommande une valeur tutélaire du carbone à 250 € la tonne pour 2030. Et on le voit sur le graphique, qui pourrait atteindre 775 € en 2050, ce qui est considérable et qui va jouer un rôle très important dans la compétitivité de ces filières. Et c'est également le message que je voulais rajouter ensuite, c'est que ces technologies vont gagner progressivement en compétitivité, et on le voit déjà aujourd'hui, pour capter du CO2 dans des rejets industriels, on voit des coûts à 30 € la tonne. Et c'est le cas, par exemple, dans l'industrie de l'ammoniac ou la purification du gaz. Si on donne quelques éléments de perspective pour conclure un petit peu ces éléments d'introduction, on voulait vous partager les résultats d'une récente étude menée par l'IRENA, qui estime que capturer du CO2 dans une centrale à gaz ne coûtera que 43 $ à 2050. Et dans les cimenteries, on devrait être dans des fourchettes entre 20 et 100 $ la tonne, ce qui confirme cette trajectoire de compétitivité et ce contexte de plus en plus favorable. Yann, on ne t'entend pas. Oui. Oui, excusez-moi, j'ai désactivé mon micro. Donc, je disais, merci, je vais prendre la suite pour présenter de manière simplifiée, évidemment, la structuration actuelle des chaînes CCU aujourd'hui en France et les perspectives à horizon de quelques décennies. Alors, je précise que ce que je vais vous présenter dans un instant correspond au contexte français. Si on s'intéressait à d'autres aires géographiques, la situation pourrait être légèrement différente.
Donc aujourd'hui, le CO2 est capturé dans des sites industriels où on le trouve très concentré dans des fumées, ce qui permet d'obtenir des coûts de captage très réduits. C'est le cas par exemple en France des usines de production d'ammoniac, d'hydrogène ou encore de bioéthanol. Demain, dans une perspective de massification des chaînes CCU et de l'utilisation de ces leviers comme outils pour la transition énergétique, on pourrait envisager un développement de captage de CO2 dans de nouvelles fumées moins concentrées. On peut par exemple citer les fumées, les rejets du secteur de l'énergie, les centrales gaz, demain biogaz, les centrales biomasse ou encore les raffineries. Charlotte a également cité tout à l'heure l'exemple des cimenteries. Il faut savoir que les gaz d'échappement des cimenteries contiennent entre 15 et 30% de CO2, alors que dans une usine de production d'ammoniac, on peut, dans certains cas, atteindre quasiment les 100% de CO2 contenus dans les fumées. Donc, on voit que les enjeux techniques sont différents et que des développements technologiques supplémentaires sont nécessaires pour faire baisser les coûts de captage. On pourrait également envisager, notamment dans le cadre de développement de boucles d'économie circulaire, une décentralisation des sites de captage de CO2. Prenons l'exemple d'une unité de production de biométhane. Aujourd'hui, le biométhane est produit en purifiant du biogaz, c'est-à-dire en enlevant le CO2 qui est contenu dans du biogaz. Et ce biogaz, ce CO2 pourrait être capturé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais les quantités qui sont alors en jeu seront bien plus faibles. Pour vous donner un ordre de grandeur, on peut estimer qu'une unité de production de biométhane d'une capacité de 250 normamètres cubes par heure, ce qui correspond à une unité de taille moyenne, disons. Donc, une telle unité produirait environ 2500 tonnes de CO2 par an. On est donc sur les ordres de grandeur très différents de ce qui est produit sur des sites industriels de grande dimension, comme des sites de production d'ammoniac. Passons maintenant à la partie logistique. Aujourd'hui, le CO2 est acheminé par les consommateurs par la voie routière principalement, sous forme liquide, gazeuse ou sous forme de glace carbonique. Comme cela a été dit dans la présentation précédente, avec l'augmentation considérable du volume de CO2 à transporter et la multiplication des points de captage et des sites de consommation, on pourrait envisager à terme le développement de réseaux de transport et de distribution de CO2 par organisation, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui pour le gaz naturel. Et toujours, si on est dans une logique de développement de boucles d'économie circulaire et de boucles territoriales, le CO2 pourrait être, les sites de consommation de CO2 pourraient être situés très proches des sites de captage de CO2 en milieu agricole, par exemple, lorsqu'il s'agit de valoriser le CO2 issu de la production du biométhane. Et à ce moment-là, les coûts logistiques seraient évidemment très fortement réduits. Pour finir sur cette slide, intéressons-nous maintenant à la partie valorisation. Donc, nous proposons en bas à gauche quelques usages actuels du CO2. La liste n'est pas du tout exhaustive. Nous vous renvoyons à notre étude de 2019 sur les usages du CO2 en France pour avoir une vision plus complète. Donc, aujourd'hui, les usages du CO2 très divers concernent des applications de niche avec des perspectives de progression très restreintes. On vous cite ici les principaux exemples, l'utilisation du CO2 pour la culture sous serre, pour la carbonation des boissons ou encore pour la préservation des aliments. Demain, nous pourrions envisager le développement de chaînes CCU qui permettraient de fabriquer dans de très grandes quantités des produits qui sont aujourd'hui fabriqués avec des hydrocarbures. C'est le cas par exemple de produits issus des secteurs de la chimie ou de l'énergie. Comme cela a été présenté tout à l'heure, nous pourrions fabriquer du méthane de synthèse avec du CO2, de manière plus générale, ce qu'on appelle des e-fuels, par exemple de l'ammoniac ou encore du méthanol, ainsi que des molécules plateformes, par exemple de l'éthanol ou du méthanol, encore une fois. Le CO2 pourrait également être injecté dans du béton pour accélérer son durcissement, passer donc de quelques jours à quelques heures, ce qui permettrait par ailleurs un stockage, sinon permanent du CO2, au moins de très longue durée.
Et enfin, le CO2 pourrait également être utilisé pour la culture de microalgues, ces microalgues qui seraient ensuite valorisées, soit pour la production de biocarburants avancés, pour la production de biométhane, ou encore dans le secteur de l'alimentation en produisant des nutriments à très haute valeur ajoutée, par exemple de la spiruline. Et nous avons fait l'exercice d'estimer le potentiel de marché du CCU en France à très long terme sur quelques usages qui nous semblaient clés. En l'occurrence, la méthanation, donc la production de méthane de synthèse par combinaison avec de l'hydrogène, la production des méthanols, la culture de microalgues et les usages historiques. Alors, je précise que les chiffres que je vais vous présenter représentent une estimation du potentiel théorique de la demande. On n'est pas ici sur la construction d'un scénario, encore moins sur une vision prospective. On se demande ce qui se passerait si on prenait une vision très optimiste de l'évolution de la transition énergétique et écologique. Nous arrivons à la conclusion, en cumulant ces 4 usages, que la quantité de CO2 consommée pourrait atteindre en France jusqu'à 33 millions de tonnes, un potentiel représenté essentiellement par la méthanation et par la production de méthanol. Pour donner des ordres de grandeur, il faut savoir que la production actuelle, la demande actuelle en CO2 peut être évaluée à environ 1 million de tonnes. On aurait donc un marché qui serait, dont la taille serait multipliée par 30, ce qui implique, comme je l'ai présenté à la slide précédente, de revoir son organisation actuelle, de le rendre plus efficace. Et toujours pour donner quelques ordres de grandeur, le scénario AMS de la stratégie nationale bas carbone française envisage d'ici 2050 que les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie émettront de l'ordre de 30 millions de tonnes de CO2. On voit donc que le CO2 qui restera disponible en France, même dans une perspective d'orientation vers la neutralité carbone, donc le CO2 disponible pourra continuer à alimenter l'industrie française pour développer de nouveaux usages qui se substitueront à des produits aujourd'hui fabriqués de manière carbonée avec des hydrocarbures. Et je vais maintenant laisser à nouveau la parole à Charlotte pour vous présenter en conclusion quelques éléments clés qui permettront à ces chaînes CCU d'atteindre leur plein potentiel à long terme. Effectivement, pour conclure, donc on voulait partager avec vous 4 points, 4 conditions préalables pour permettre le développement dans les bonnes conditions des filières CCU. Le premier point, c'est que tout d'abord, il va être nécessaire de favoriser l'acceptation des chaînes CCU. Il est important de rassurer, de prouver le caractère vertueux des chaînes CCU. Et un exemple, c'est instaurer un système de labellisation des projets. La logique également d'économie circulaire et de boucle territoriale devrait également aider ce point, favoriser localement l'acceptation des procédés CCU. Le deuxième point qu'on voulait partager, c'est, et je pense qu'il est partagé par les précédents speakers, c'est qu'il faut un cadre réglementaire adapté pour la valorisation du CO2 évité. Et si on prend un exemple concret, aujourd'hui, qu'est-ce qui permet d'inciter un producteur de biométhane à récupérer le CO2 de ses activités si sa vente ne couvre pas les coûts de capture? Le troisième point, c'est qu'il faut également travailler sur les aspects logistiques. Ça a été un petit peu dit par Yann, mais également précédemment. Le CO2, aujourd'hui, il est livré par camion. Ça a un coût, mais c'est aussi une empreinte carbone. Avec l'augmentation du nombre de sites de captage, de consommation, il va falloir probablement étudier d'autres solutions logistiques et s'interroger sur la construction de réseaux de transport dédiés par canalisation. Dernier point, également évoqué, la compétitivité des technologies. Il va falloir l'améliorer. Le développement de technologies permettant un captage dans des petites sources décentralisées est vraiment à poursuivre. Les solutions de captage dans des gaz d'échappement
faiblement concentrés en CO2 sont à développer, ça c'est une évidence, mais les efforts les plus importants sont surtout à porter du côté des usages. Les usages à fort potentiel aujourd'hui, on le sait, souffrent d'une très faible compétitivité. Et si on doit donner un chiffre qui l'exprime, c'est qu'aujourd'hui, il faut compter 150 à 200 € le mégawatt pour produire du méthane de synthèse avec de l'hydrogène renouvelable, alors que le prix du gaz est à moins de 20 € sur le marché spot européen. Donc, on a encore des efforts à faire d'un point de vue compétitivité, mais la recherche se poursuit et on est confiant. Le contexte est de plus en plus favorable, nous l'avons dit. Merci à tous. Thank you very much, Jan and Charlotte, for these discussions on the more market and economy perspective. So some questions are coming in the chat. We will address them at the end of the session, so in 15 minutes from now on. So now il y a beaucoup de questions. Nous prendrons les questions vers la fin de la session, mais pour l'instant, je vais passer la parole à l'intervenant, le dernier intervenant de cette session. We have Olivier Lepez de VOW ETIA. Il va nous parler de la pyrolyse pour la décarbonisation. Donc, la parole est à vous, Olivier. Merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran avec vous. Alors, la dernière présentation doit être enlevée d'abord, si vous le voulez bien. Yann et Charlotte, est-ce que vous voulez bien cesser de partager votre présentation? Thank you. Now you should be able to share your screen, Olivier. Alors, Olivier, à vous. Je pense que vous pouvez partager votre écran. Okay, so do you see my screen? Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, sans problème. Je vais vous mettre en plein écran. Ce sera beaucoup mieux. Is it better? C'est mieux comme ça? Okay, thank you. So, just to introduce our group. Alors, simplement pour présenter notre groupe. Alors, moi, je suis le cofondateur et puis le président de notre société. Il s'agit d'ETIA, une société française que nous avons fondée il y a 30 ans, une société qui est spécialisée dans les écotechnologies pour les industries basées sur la Terre. Désormais, nous faisons partie d'un groupe norvégien qui s'appelle VO, qui a pléthore de filiales. Donc, nous sommes listés sur la bourse d'Oslo en Norvège et nous nous focalisons surtout sur la réduction des émissions de CO2 à travers la valorisation avec des méthodes très différentes. Nous avons un certain nombre de sociétés qui sont chargées de fabriquer du matériel, d'autres sociétés qui produisent des technologies pour les industries maritimes et avec ATIA, par exemple, pour les industries qui sont basées sur le sol des différents pays. Et nous avons aussi des sociétés spécialisées dans le recyclage, dans la robotique, et nous avons aussi des sociétés qui possèdent des sites pour fournir des commodities. Notre défi principal, comme je l'ai déjà dit, notre objectif premier est de réduire les émissions de CO2. Et comme vous le voyez à droite, il y a un graphique qui montre les émissions en provenance essentiellement du secteur énergétique et bien sûr en provenance des combustibles fossiles, des fuels liquides et du gaz et du ciment. Chez ETIA et même globalement parlant au sein de notre groupe, nous avons choisi un certain nombre de cheminements, des routes, afin de réduire l'empreinte carbone. Tout d'abord, nous voulons éviter la production d'énergie fossile en produisant des énergies grâce aux déchets de polymères, les plastiques, les pneus, etc. Et bien sûr, si nous utilisons ces déchets plastiques, cela veut dire qu'en même temps, nous évitons l'utilisation des combustibles fossiles et ainsi nous évitons les émissions de CO2 qui existent lorsqu'on produit les combustibles fossiles. La deuxième route est de développer des énergies qui sont neutres en CO2 en utilisant les biomasses. Et à ce moment-là, nous prenons ces produits à base de biomasse en provenance de la forêt, de l'agriculture et également des stations d'épuration. Nous en faisons des énergies renouvelables ainsi que des matériaux.
La troisième route est une route où nous cherchons à développer les puits de carbone. Nous voulons produire des matériaux pour le stockage de carbone à long terme, donc tout ce qui est biochar pour l'agriculture et également les charbons activés pour le noir de carbone ou pour d'autres carbones qui peuvent être utilisés comme électrodes. Donc, dans ce secteur, le but est surtout de pouvoir produire du carbone qui n'est jamais brûlé et qui ne va jamais produire des émissions de CO2. La quatrième route, c'est la promotion des électrotechnologies, c'est-à-dire l'électricité, bien sûr, en utilisant des énergies renouvelables plutôt que d'utiliser des combustibles fossiles et le matériel qui va avec. Alors, si nous regardons les différentes possibilités, à savoir comment réduire les émissions de CO2, actuellement, nous sommes en train de développer des technologies pour développer de l'hydrogène, pour utiliser tout ce qui est bioénergie également, pour produire d'autres énergies renouvelables, comme je l'ai déjà mentionné, biochar par exemple. Nous développons également des technologies qui utilisent l'électricité. Nous développons également d'autres alternatives au fuel, par exemple les bio-huiles à partir des déchets en plastique. Et bien sûr, nous développons différentes technologies qui sont assez efficaces parce que nous tenons compte des différentes options technologiques qui sont elles-mêmes efficaces. Et je voudrais insister sur le fait surtout que lorsque nous produisons des matériaux à base de carbone, nous contribuons aux différentes activités de CCU et de CCS. Alors, chez ETIA, ce que nous faisons surtout, c'est que nous développons la pyrolyse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous le savez très certainement, il s'agit d'utiliser un système de traitement par le biais de chaleur sans oxygène ou sans utilisation de carbone. Ainsi, il est très important d'insister sur le fait que nous ne brûlons rien, nous chauffons le produit. Effectivement, nous le chauffons, mais nous le faisons de telle façon à ce que nous dégradions ou à ce que nous transformions les molécules en autre chose en termes de molécules. En fonction de la température, nous sommes en mesure de produire des liquides, par exemple, des gaz, et nous sommes aussi capables de produire des produits spécifiques. Donc, cela provient des déchets et comme je l'ai déjà dit, il peut s'agir de déchets solides, des déchets municipaux, ça peut être des biomasses, ça peut être des résidus plastiques, des résidus de la forêt. Et en fonction de la température et des conditions thermiques, nous pouvons produire du matériau solide que nous appelons du char. Et à partir de là, nous pouvons produire du biochar, du biocharbon, euh, du biocoke également. C'est un produit qui est beaucoup utilisé dans le secteur de la métallurgie. Nous pouvons aussi nous pouvons produire des produits en préparant le plastique à des températures très élevées et du carbone noir à partir de pneus. Nous pouvons également produire un produit à partir des pelures de fruits, du biofuel, des produits biochimiques à partir de la biomasse. Et nous pouvons même produire, si nous le souhaitons, toutes sortes de produits à partir de biomasse et bien sûr des produits à base de produits chimiques à travers l'utilisation de toutes nos bases plastiques. Nous pouvons également produire du gaz à travers un certain nombre de processus, des gaz synthétiques, et ces gaz peuvent être utilisés et nous pouvons utiliser ce syngas dans des moteurs diesel ou des moteurs à gaz pour produire de l'électricité et nous pouvons extraire toute la partie en méthane et en hydrogène. Bien sûr, si nous sommes capables d'extraire la partie CO2 avec un processus propre, nous pouvons reconstruire et recombiner les molécules afin de créer des produits chimiques. Donc, voici le modèle économique sur lequel nous travaillons. Donc, en utilisant les déchets pour produire des combustibles alternatifs, des renouvelables et des matériaux carbone. Donc, on travaille sur les navires où on va transformer les déchets générés par les personnes sur le navire. On va transformer ces déchets en énergie pour éviter l'utilisation de combustibles fossiles. On produit le biocharbon
à partir de boue des eaux usées. Là, c'est en Allemagne. Ah, je suis désolée, il y a un problème de son. Nous n'entendons plus l'intervenant. Je suis... Nous produisons également le biocoque à partir de biomasse pour la métallurgie. Dans ce secteur, le secteur de métallurgie, pour produire 1 tonne d'acier, on a besoin de coke biogénique pour décarboner la production d'acier. Nous avons de l'expérience et une usine pour produire du biochar. Donc là, il s'agit de séquestration de carbone. Donc on peut séquestrer le carbone. Donc il s'agit de 250 kg de carbone par tonne de biomasse. Et cela permet une amélioration de l'amendement de sol. On produit des matériaux biogéniques, des agents chimiques à partir de biomasse. Et nous sommes en train de développer l'hydrogène et le méthane à partir de matériaux biogéniques, mais à partir de déchets plastiques également. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de transformation? Voici quelques exemples de ce que nous faisons. Donc, nous proposons ce processus. Donc, on passe de 500 à 1000 degrés C en pyrolyse. Et voici un exemple de ce que nous produisons à partir de résidus de biomasse. Donc, il peut s'agir de biomasse forestière et d'autres sources de biomasse. Donc, il y a un produit de rétention d'eau qui est très utile pour la rétention de l'eau dans le sol. Donc, il s'agit d'un puits de carbone. On peut également utiliser un agent réducteur et on peut produire du biocharbon à partir d'agents chimiques. Il s'agit, comme vous pouvez voir, d'un processus de très haute valeur. Donc, avec l'hydrogène, on peut produire 36% des syngas grâce à l'hydrogène. Donc, c'est une très bonne alternative pour produire de l'hydrogène vert à partir de biomasse verte. On a quelques exemples qui illustrent le type de processus que nous pouvons fournir. Donc, c'est un système à base de containers. Et en gros, nous fournissons un équipement qui peut traiter jusqu'à 1, 2, 3 tonnes de matériaux biogéniques par heure. Maintenant, on va regarder ce que nous faisons avec les déchets ou les fibres plastiques. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est une illustration. Donc, on prend les déchets plastiques, les polymères de manière générale, différents types. Et comme vous pouvez le voir, on voit ce qu'on peut produire. Donc, du pétrole brut qu'on peut retransformer en plastique ou en agent chimique. Et si vous regardez la composition des syngas, 86% de ce syngas est composé de CH4 et H2. Donc, cela offre de bonnes possibilités en termes de la réduction d'utilisation d'énergie fossile. On recycle les déchets fossiles et on revient vers le méthane. C'est également un excellent système pour produire de hautes quantités d'hydrogène à partir de déchets plastiques. Après, on va décarboniser les déchets fossiles. Vous pouvez voir les chiffres, presque 50% du syngas est composé d'hydrogène.
Cela offre une excellente possibilité de captage de carbone de matières plastiques. Donc, on va produire du pyrocarbone à des températures très élevées. Et on peut donc produire du carbone activé. L'idée, ce n'est pas de revenir vers des combustibles, mais d'aller vers des matières de plus haute valeur, comme le charbon actif, le noir de carbone et les électrodes. Voici quelques exemples d'usines où on a de la production. Donc, il s'agit de quelques kilogrammes de l'heure jusqu'à quelques tonnes de l'heure. Merci beaucoup. Merci Olivier de cette présentation très intéressante. Donc maintenant, je suggère que tous les intervenants allument leur vidéo. Olivier, on a eu quelques problèmes de son, donc c'est pour cela qu'on a on a éteint votre caméra. Olivier, donc vous pouvez arrêter de partager votre écran. Donc, on va démarrer la discussion, mais tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes ayant posé des questions dans la discussion. Donc, je commence avec une question générale, on l'a traitée en partie déjà, et c'est très important. Comme on l'a dit déjà, on a besoin de beaucoup d'énergie renouvelable. Il y a cette discussion autour de est-ce qu'on va disposer d'assez d'énergie renouvelable? Est-ce qu'on va avoir assez d'hydrogène vert? Bon, là, ce n'est pas problématique lorsqu'on produit des agents chimiques ou des combustibles. Mais Michael, vous voulez peut-être répondre? Oui, bien sûr. On a besoin d'investir dans tout ce qui est solaire, éolien et énergie à base d'hydrogène. Il y a des plans énormes dans certains pays comme en Australie, en Afrique du Nord également, et aussi dans des pays tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Il y a des projets. Et il faut accélérer ce type de projet. Donc, je pense que lorsqu'on aura plus de paroles de la part des partis verts dans les gouvernements, on avancera plus vite. Technologiquement, c'est possible, mais bien sûr, il faut un cadre politique pour avoir assez de solaire, d'éolien et d'énergie à base d'hydrogène. En principe, ce n'est pas problématique parce que dans beaucoup de régions, vraiment, il s'agit de formes d'énergie peu chères. C'est quelque chose qui a été confirmé par l'Agence d'énergie internationale. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de très compliqué non plus. Mais il faut la décision pour le faire. Donc, il y a des différences entre les pays. On a parlé d'utiliser le CO2 pour faire des agents chimiques, mais peut-être que Marco, vous pouvez commenter. Oui, est-ce que je peux montrer une diapo? Oui. Donc, j'aimerais juste reprendre là où il a terminé. Donc, on commence aujourd'hui avec les combustibles fossiles pour faire le méthanol neutre en carbone. Donc, si on veut avoir un CO2 zéro, donc on va utiliser le carbone, on va utiliser le CO2, il faut le capter dans l'air, on va l'utiliser, mais on a besoin de beaucoup d'électricité pour ce faire, pour former ce méthanol de synthèse. L'autre alternative, c'est le bioéthanol. Et si on regarde les besoins en énergie des différentes solutions, on voit les barres. Essentiellement, en violet, on a l'électricité. Et pour cette solution de CUC, on a besoin de beaucoup d'électricité. Pour cette solution, il en faut moins. L'autre problème, c'est le foncier. Il faut beaucoup de surface. Et je vais vous montrer ce schéma aussi. C'est un schéma où on voit les émissions de CO2 associées à la production de méthanol en fonction de l'intensité carbonique de l'électricité. Et dans le cas de biométhanol ou CCS et le captage, bon, ils ne dépendent pas énormément d'électricité, mais l'augmentation d'émissions avec l'intensité de carbone est assez modérée
et les émissions restent en dessous des émissions de nos technologies actuelles. Mais à cause de cette demande énorme d'électricité ici, on va donc les émissions de CO2 vont croître. Et pour une intensité carbone modérée, c'est ici, avec le CUC, et pour faire du méthanol, c'est encore pire que l'utilisation de combustibles fossiles. La situation est différente en France, bien sûr. C'est pour cela qu'on a vu autant d'enthousiasme de la part de nos collègues français, parce que l'intensité carbone est nettement moindre en France. Et donc, le CUC, c'est une option, c'est une possibilité. Mais j'avertis tout le monde, si vous utilisez cela, il faut de l'électricité sans carbone, de l'électricité propre. Et il en faut beaucoup parce qu'on a besoin de beaucoup d'électricité pour remplacer les autres sources fossiles. Et ça, c'est très important pour tout le monde et à travers le monde. Merci, Marco. Michael va réagir. Oui, on peut même calculer que pour couvrir la demande en carbone de toute l'industrie chimique mondiale, il faudrait pas même 1% de tout ce qui est photovoltaïque. On peut calculer ça facilement. D'un point de vue technologique, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il faut un investissement énorme. Et on voit de plus en plus que les politiques et les marques internationales mettent des pressions pour qu'on s'éloigne de carbone fossile. Mais il faut quand même un soutien politique d'un point de vue technologique. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, il faut créer donc un cadre politique favorable pour qu'on puisse employer plus ces méthodes. Yann, est-ce que vous voulez réagir à ces commentaires? Oui, si je peux. J'aimerais répondre en français si cela est possible. Pas de problème. Je suis entièrement d'accord. Il faut bien distinguer les émissions dites biogéniques qui, comme cela a été rappelé, permettent d'atteindre des chaînes neutres, voire négatives en carbone. Mais il faut savoir qu'au niveau mondial, les scénarios les plus optimistes de l'Agence internationale de l'énergie ou encore du GIEC n'envisagent pas un arrêt total du recours à certaines énergies fossiles, même dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris. D'après ces scénarios, les énergies fossiles continueront de faire partie de notre paysage énergétique à des degrés bien moindres, évidemment, et il faut trouver des solutions pour traiter ces énergies. Alors effectivement, en Europe et en France également, les enjeux sont différents. La stratégie nationale bas carbone prévoit de se passer totalement des énergies dites fossiles, en tout cas dans le domaine du secteur de l'énergie. Et les éléments que nous avons présentés, pour nous, ne sont pas incompatibles avec une organisation technique actuelle dans laquelle le gaz naturel serait remplacé par du biométhane. Et effectivement, comme ça a été souligné, le CCU demande des consommations d'énergie assez importantes, parfois bien plus importantes que le CCS, selon la manière dont le CO2 est valorisé. Mais il faut savoir que quand on parle de neutralité carbone, on est, vous le savez, sur une vision d'équilibre entre les émissions et les puits de CO2. Et nous ne disons pas que le CCU va être la solution finale, surtout lorsqu'on ne recycle, qu'on n'utilise pas du CO2 dit biogénique, donc quand on n'est pas dans une boucle. Mais au moins, cette solution peut faire partie de la palette des outils qui seront à disposition, notamment parce qu'elle permettrait de remplacer des produits aujourd'hui carbonés par de nouvelles chaînes. Finalement, selon le mix électrique utilisé, émettre du CO2 en produisant par la combustion du méthane de synthèse va être plus avantageux que si le CO2 d'une activité industrielle était émise et qu'à côté, on continuait à consommer du gaz naturel par combustion.
Thank you. Yeah. Et concernant les consommations d'énergie, je rejoins effectivement ce qui a été dit. En France, nous bénéficions d'un mix électrique très faible en carbone. Et c'est pourquoi la vision que nous avons, je l'ai précisé en introduction de la slide, la vision que nous avons montrée correspond bien à la situation française et les conclusions auraient été différentes si nous avions regardé dans d'autres pays. Thank you for your reaction there. Before I give the word to Olivier, I would just like Merci to. de cette réaction. Avant de donner la parole à Olivier, Marco, vous voulez rajouter quelque chose, non? Donc, pour faire suite à cela, quelle sera la différence en termes d'impact si on utilise un CO2 fossile ou un CO2 biogénique? Michael, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, donc il y a une évaluation de cycle de vie concernant le CO2 biogénique parce que c'est absorbé par des arbres et des plantes. Donc on va le prendre, on va produire des agents chimiques et on va le remplacer en même temps par, on va remplacer les agents chimiques, les agents pétrochimiques, pardon. Si on fait la même chose des gaz émis, on peut aller jusqu'à 66%, mais pas jusqu'à 100%. C'est un peu, il s'agit de savoir ce qui est disponible et il faut connaître les coûts des différentes solutions. Tout d'abord, c'est logique d'utiliser des sources par point et donc si on les utilise, il faut regarder les émissions de CO2 et plus tard, il y aura des points de source biogéniques avec donc les systèmes d'assainissement avec des émissions de CO2. Et d'un point de vue économique, il faut également utiliser d'autres sources qui sont là. On a des émissions de CO2 très élevées. Et donc, il faudrait utiliser les émissions CO2 fossiles parce qu'il n'y a pas autant de réduction que pour les sources biogéniques. Oui, donc on passe des émissions naturelles aux émissions basses et puis au scénario où on est à zéro. Alors, on parle beaucoup de l'utilisation de la biomasse et puis le problème du foncier et les questions qui y sont liées. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Comment l'utilisation de la biomasse, surtout du point de vue de la nouvelle technologie, peut jouer un rôle en termes de changement de foncier, la pression foncière, je veux dire. Alors, je ne vous entends pas, Olivier. Il faut donc allumer votre microphone. Ce n'est pas allumé encore, le microphone. Alors là, je vous entends. C'est bon? Donc oui, bien sûr, l'utilisation de la biomasse peut être très intéressante. Mais c'est également un problème de concurrence en termes de matières premières. La biomasse de bois peut être utile, mais il ne faut pas faire de la déforestation. Donc c'est important, c'est toujours important d'être prudent. Comment est-ce qu'on va utiliser cette biomasse? Il s'agit de quoi comme biomasse? Quel type? Et quelles sont les conséquences en termes de forêt, en termes d'agriculture? Ce sont des questions très importantes. Donc, pour toutes nos applications, on va s'assurer qu'on ne détériore pas les forêts. Par exemple, on a un très grand projet en Norvège où on produit de la biomasse pour la métallurgie. Et bien sûr, une des premières choses faites dans le cadre de ce projet,
qui faisait partie de l'ingénierie, il fallait prendre en compte l'impact. Est-ce qu'il y avait un impact sur la situation forestière actuelle en Norvège? La réponse était non, parce qu'on s'assurait toujours qu'on utilisait les ressources, c'est-à-dire que on était toujours en dessous de la limite d'utilisation de ressources forestières. Thank you. And can you comment on Merci. Est-ce que vous pouvez what are the most commenter promising type of biocarbon les that can be biocharbons les plus courants and that could have the qui highest impact pourraient avoir l'impact le plus élevé en termes de réduction du changement de climat? Alors, à mon avis, un des biocharbons les plus prometteurs, c'est le biochar. C'est sûr, c'est le biochar, parce que c'est un vrai puits de carbone. Cela permet un stockage de carbone à long terme, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années même. Cela donne à la Terre une bonne capacité de rétention de l'eau. Donc, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. Nous sommes une des premières entreprises en France d'homologuer le biochar comme étant utile pour l'amendement du sol. Donc, c'est un très bon puits de carbone. Cela permet une bonne capture. On évite le CO2. On amende le sol grâce au biochar. Vraiment, c'est une bonne réponse au changement de climat vis-à-vis de la sécheresse du sol et les problèmes agricoles. C'est un excellent produit. Il y en a d'autres, mais c'est un produit qui est très intéressant. Merci, donc ça fait le lien. Donc, une chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le stockage de hydrogène. C'est une façon de créer des émissions négatives. Marco, dans votre présentation, vous ne l'avez pas montré, mais je voulais que vous commentiez sur l'impact de stockage de CO2 de l'atmosphère. Donc, on utilise un captage direct de l'atmosphère grâce à une minéralisation. Et quel serait l'impact de cela? Eh bien, c'est une possibilité intéressante, c'est sûr. On a un essaimage qui fait cela, un essaimage de notre labo. Donc, c'est un chemin qui est important. En termes de quantité, c'est un peu difficile de juger. On peut utiliser le CO2 pour faire du béton, mais il ne s'agit pas de niveau où on peut avoir un béton qui est neutre en carbone. Mais c'est une idée, une piste intéressante. Donc, la technologie, grâce à la minéralisation, existe. Mais il faut qu'on travaille encore le captage direct, n'est-ce pas? Donc, on a la technologie, mais il faut quand même quelques améliorations encore. Vous savez, il y a d'autres sources, comme disait Michael. Le biogaz, par exemple, les usines qui fonctionnent à biogaz. Il y a d'autres applications pour le béton, des applications qui ne sont pas à grande échelle. Donc, on peut avoir une usine de biogaz qui émet 5-6 000 tonnes par an et puis une cimenterie qui utilise 2-3 000 tonnes. Donc, il y a des possibilités. Il y a les déchets municipaux, il y a le biogaz, il y a l'industrie papetière. Et il faut exploiter ces idées-là. Et puis après, on va pouvoir capter plus facilement le carbone. Oui, c'est un point important qui a été souligné dans le rapport. Un point souligné il y a quelques mois, on se concentre sur les sources d'émissions et petit à petit, on va se concentrer de plus en plus sur le captage. Michael, vous vouliez dire quelque chose? Oui, une petite remarque concernant le béton. En fonction du processus, dans certains cas, on va émettre, on va brûler le béton, on va émettre le CO2 et dans certains cas, c'est un peu différent. Donc, il faut vraiment se
pencher sur tout le processus de production de béton. Qu'est-ce qu'on économise finalement? Merci de cette remarque. Maintenant, j'aimerais conclure et j'aimerais donner la parole à Yann et Charlotte. Je ne sais pas si Charlotte elle est encore là, mais Yann est là. Donc, quel est le prix de CO2 pour que le CUC soit possible? Quelles sont les contraintes principales? Quelles sont les actions qu'il faudrait prendre maintenant pour un déploiement du CUC? Question assez difficile à répondre. Je pense qu'il faut d'abord avoir en tête la notion de merit order, c'est-à-dire que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il va falloir déployer progressivement différentes solutions pour éviter d'émettre, de rejeter du CO2 dans l'atmosphère. Ces solutions, pour la plupart, ont un coût et on va commencer par ce qui est le plus simple à faire. Puis, progressivement, on va aller sur des solutions qui sont plus mal classées dans ce qu'on appelle le merit order. Et si vous vous rappelez, dans la slide d'introduction de notre présentation, nous avons montré une perspective d'évolution de ce qu'on appelle en France la valeur tutélaire du carbone, c'est-à-dire la valeur du carbone que les gouvernements devraient retenir pour évaluer le coût des politiques publiques. Donc concrètement, une valeur tutélaire de 250 € la tonne en 2030 signifie qu'on considère que ça vaut le coup de mettre en œuvre des solutions dont l'évitement du CO2 coûte 250 € la tonne. Et cette logique de merit order peut aussi s'appliquer au sein même des différentes chaînes CCU, car quand on parle de CCS ou de CCI, on parle de réalités très différentes. Dans certaines usines, on peut capter du CO2 à moins de 30 € la tonne. Dans d'autres, par exemple dans des cimenteries, le coût de capture peut dépasser 100 € la tonne. On parlait tout à l'heure des techniques de direct air capture. On estime qu'aujourd'hui, ces techniques coûtent entre 300 et 600 € la tonne et elles pourraient descendre aux environs de 50-150 € la tonne en 2050. Donc, on voit que pour mettre en œuvre les techniques de direct air capture, il faudra un prix du CO2 très élevé qui dépasserait plusieurs centaines d'euros, tandis qu'aujourd'hui, comme j'ai indiqué tout à l'heure, on capte déjà du CO2 pour un but commercial dans certaines industries qui ont des fumées très concentrées. Donc là, j'ai surtout parlé de la première étape de la chaîne CCU, c'est-à-dire le captage. Après, il faut ajouter un coût de transport qui, selon le mode, peut varier entre 5 € et la tonne de CO2 et beaucoup plus. Et après, il y a tous les coûts de valorisation qui, là encore, selon le secteur, selon l'usage concerné, va être très variable. Donc, tout ça pour dire, c'est très difficile de répondre avec un chiffre précis. Je peux simplement donner une méthodologie, c'est-à-dire additionner les coûts de captage, j'ai donné certains éléments, les coûts de transport et les coûts de valorisation, et voir à la fin, en fonction de la chaîne que l'on a en tête, quelle est la valeur que le marché doit refléter. Très bien, merci beaucoup pour cette thank you very much for this answer. And, Merci beaucoup de cette réponse. Donc, j'ai changé de langue. Oui, c'est un point très important. Et puis, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est on peut également travailler sur la réduction de transport. Comment créer une industrie où on peut mettre en œuvre le CUC et comment on peut travailler sur le transport. Donc, j'aimerais vous remercier à nouveau, tous les intervenants. La session a été très intéressante. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions postées. On va essayer de répondre à ces questions d'une autre façon. Peut-être que vous aurez des réponses à vos questions cet après-midi parce que on va avoir des exemples du terrain cet après-midi. Donc, vous serez tous les bienvenus. Merci encore à tous les intervenants et bon après-midi et on espère vous revoir d'ici 1 heure pour la session suivante. Bon après-midi. Merci.